Les 10 derniers sondages, Jean-Claude Beaujour, les 10 derniers sondages publiés cette nuit, et c'est Laurent Saïm qui à l'instant vient de publier ça sur son compte Twitter. Sur les 10 derniers sondages, il y en a 8 qui sont en faveur de Harris et il n'y en a que 2. Il y a le Daily Mail qui met Trump avec 287 voix. Il y a également Decision Desk HQ, je ne sais pas quelle est cette publication. Et autrement, le 538, The Economist, Election Daily, Daily Rest Vote, je suis pas sûr de le dire bien, mais bon, en tout cas sur les 10 derniers sondages, il y en a 8 pour Harris. On va le dire comme ça, Jean-Claude Beaujour. Donc la tendance des sondages, hein. Oui, c'est pour ça. J'en ai parlé avec Laurence en début de soirée, dans le courant de l'après-midi d'hier pour vous. C'est pour ça que je vous dis, les sondages vont et viennent. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire, ça n'a plus aucun intérêt des sondages à ce stade, puisque nous sommes les bureaux vont ouvrir pour se fermer à la fin de la journée, et dans la soirée, on aura des résultats, pour le coup, des résultats sortis des urnes. Donc, je pense que là, dire c'est plutôt un tel, c'est plutôt l'autre. Ce que je vous disais, c'est que Donald Trump a plutôt le vent en poupe, avec évidemment une possibilité de réaction de l'électorat, puisque ici, la campagne ne se termine pas comme en France à la fin du week-end précédent. Eh bien, la campagne se termine au moment où le bureau de vote se ferme, c'est-à-dire que les candidats, en tout cas leurs représentants, vont continuer à faire campagne. Merci. Sylvain est là et je le salue. Sylvain, vous habitez, d'abord vous êtes français. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes franco-américain ? Je suis franco-américain. Je suis américain, français de naissance, mais américain depuis 2023. Donc ça fait... Donc j'ai voté. Vous avez voté ? Voilà, moi j'ai déjà voté, puisque en Floride on votait on pouvait voter par anticipation, et que les bureaux de vote vont littéralement être submergés aujourd'hui. Donc moi j'ai déjà voté il y a une dizaine de jours, et j'ai voté pour la première fois pour une élection présidentielle. J'avais voté pour quelques votes locaux, mais pas d'élection présidentielle. Vous avez voté pour qui, Sylvain ? Alors sans aucun doute, sans aucun état d'âme, j'ai voté pour Kamala Harris. À savoir que quand on s'inscrit sur les listes électorales aux États-Unis, on peut choisir d'être enregistré pour un parti. Et l'avantage quand on choisit d'être enregistré pour un parti, c'est qu'on reçoit par exemple les convocations pour les primaires. Donc moi je suis un démocrate enregistré, au même titre qu'il y a des républicains enregistrés, puis après vous avez des indépendants. Et donc là, non, moi j'ai absolument pas de doute. Je ne peux plus en avoir puisque j'ai déjà voté. Mais clairement, mon choix se porte sans Vous êtes chef d'entreprise ? Vous êtes chef d'entreprise ? Voilà, tout à fait. Dans quel secteur d'activité ? J'accompagne des sociétés européennes qui s'installent aux États-Unis. J'aide des sociétés européennes à s'installer aux États-Unis. Et ça marche bien, c'est un gros business ? Ça marche plutôt pas mal. On fait ça depuis presque 15 ans. Non, on n'a pas à se plaindre. Non, et c'est une entreprise, il y a combien de salariés ? Globalement, on n'est que 2, et après des consultants au cas par cas. Pour chaque dossier, on fait une team autour d'un dossier. Vous avez voté pour Harris ou contre Trump ? Alors, moi, j'ai voté pour Harris. J'ai voté plutôt, d'ailleurs, j'allais dire, pour le camp démocrate. J'allais dire que comme certains républicains votent républicain et d'autres votent Donald Trump, certains démocrates votent démocrate et d'autres votent pour Kamala Harris. Non, moi, j'ai voté démocrate avant tout. Ensuite, il s'avère que le candidat des démocrates, c'est Kamala Harris. Donc, par définition, j'ai voté pour Kamala Harris. Je suis convaincu de la personne, et je suis convaincu du projet démocrate pour les États-Unis. Justement, le projet, on va en parler peut-être avec Nicolas Conquer, porte-parole des Républicains Overseas. En France, on a souvent l'impression que entre démocrates et républicains, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, qu'il n'y a pas autant de différence qu'il y a avec nous lorsque il y a un représentant de la gauche, par exemple, entre la France insoumise et les Républicains, il y a énormément de différences. Si demain Trump est au
pouvoir. Qu'est-ce que ça change concrètement pour les Américains sur le plan économique, Nicolas Conquer? Alors tout d'abord, Donald Trump, il arrive avec un bilan. Ça a déjà été un président et il va aussi s'inscrire dans une alternance où on a vu ce que ça donnait Harris et Biden pendant 4 ans. Concrètement, il y a 3 crises principales qui sont des thématiques majeures de cette élection, qui sont une crise migratoire sans précédent, qui est la plus grave crise migratoire des États-Unis, avec une immigration illégale qui avoisine les 11 millions d'entrées illégales, c'est 10 000 personnes par jour, 300 000 par mois qui rentrent sous l'administration Biden-Harris. Il y a une crise inflationniste qui a atteint les deux chiffres à un moment donné. Ça veut dire que depuis que Biden et Harris sont au pouvoir, votre plein de courses, on en parlait tout à l'heure, dans votre caddie, ça vous coûte 20% en plus. Donc c'est dramatique. Ces classes moyennes, elles sont saignées à cause de politiques de dépenses publiques sans limite. Et en raison d'un endettement sans pareil sous Biden-Harris, c'est 7 000 milliards de dollars d'endettement en plus ajouté à la dette, et pas uniquement lié à la crise Covid. Et la dernière chose, c'est effectivement cette instabilité dans le monde qui a prospéré sous l'administration Harris et Biden et qui génère beaucoup de craintes pour les Américains, c'est-à-dire les conflits qui même ne sont pas directement sur leurs frontières, à savoir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des conflits au Proche-Orient, ça génère vraiment de l'insécurité et ça vient impacter leur quotidien. Tous ces différents axes-là, Donald Trump, il est en mesure de les régler très concrètement. Parce que on n'est pas du tout dans l'idéologie, on est du pragmatisme de celui qui est un ancien président. Sur le plan économique, je vous disais... Sur le plan économique, la première chose, c'est de relancer une production massive d'énergie avec l'extraction des gaz de schiste. Donc ça plaira pas à nos amis écologistes, mais figurez-vous que même Kamala Harris, qui initialement était contre, elle a fait un rétropédalage et maintenant elle serait pour. Pour information, c'est en Pennsylvanie que ça se joue. Il y a énormément d'emplois à aller travailler là-dessus. Et ça permet à terme aussi de peser aussi sur les marchés mondiaux des hydrocarbures et d'affecter le prix du baril. C'est-à-dire que c'est clairement quelque chose qui aura un effet très dissuasif vis-à-vis de Poutine et de la Russie, dont l'économie de guerre est très tirée par le prix du baril. Je pose la même question à Jean-Claude Beaujour. Jean-Claude, sur quelles sont les grandes différences entre les deux programmes? Je ne parle pas des deux styles là, qui sont si différents, mais entre les deux programmes, notamment économiques. Est-ce que vraiment il y a beaucoup de différences, Jean-Claude Beaujour? Merci de me poser cette question parce que, et je ferai d'abord une précision, je ne suis le représentant ni de Madame Harris ni de Monsieur Trump, j'essaie de regarder les choses de manière distanciée. J'ai eu l'occasion de dire que je ne suis pas certain que fondamentalement il y aurait une différence considérable entre leurs politiques économiques. Un certain nombre d'officines sérieuses ont comparé la présidence Biden et la présidence Trump en disant que globalement on avait à peu près les mêmes résultats économiques. Donc, il ne faut pas me dire que ça serait la nuit et le jour. Je suis toujours sidéré, là encore, de ces conclusions un petit peu rapides. Pourquoi? Le vrai sujet que nous avons aux États-Unis, et même si Nicolas Conquer, que je connais, ne l'admettra pas, mais la situation sociale aux États-Unis n'est pas née d'aujourd'hui. Républicains comme démocrates porte une responsabilité sur l'absence de politique publique à dimension sociale telle que nous les connaissons en Europe. Si bien qu'aux États-Unis, vous avez 40 millions de pauvres. 800 milliardaires et 40 millions de pauvres. Et vous savez ce que je pense, Pascal, loin de moi l'idée de dire qu'il faut taxer. Simplement, quand vous avez des politiques publiques qui, à l'arrivée, produisent d'aussi grande opposition entre les plus pauvres et les plus riches, évidemment, vous avez une société en tension. Et là-dessus, même les démocrates ne sont pas parvenus à générer. Je pourrais générer des politiques satisfaisantes. Je pourrais vous parler du logement, je pourrais vous parler de l'apartheid social, je pourrais vous parler des différences en matière de politique de santé. Donc, je ne pense pas que économiquement, il y aura des différences considérables parce qu'il y a de grandes tendances. Il y a une industrie américaine qui est ce qu'elle est. Il y a des intérêts américains. Et vous savez, que ce soit Madame Harris, que ce soit Donald Trump, ils iront là où ira l'intérêt américain avec ces grandes entreprises, notamment celles de Californie, de la Silicon Valley, qui ont des exigences. Donc, il y aura une différence de style. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il y aura une grande différence de style, mais pas
fondamentale. Il faut arrêter de dire que sous Biden c'était rien et que on connaîtra, comment dit-on, il y aura, je ne sais plus, je crois que Trump a dit que ça sera des sommets ou des choses comme ça il y a 24 heures. On marque une pause, Jean-Claude. Alors on était avec un chef d'entreprise qui habite à Orlando, qui est franco-américain. Il a voté pour la première fois à l'élection présidentielle et il a voté pour Kamala Harris. Et c'est vrai qu'on aimerait que vous nous précisiez les raisons économiques, politiques, peut-être d'autres, pour lesquelles votre choix s'est fait sur Harris. Déjà, il y a un élément, c'est que vous avez demandé tout à l'heure si je votais pour Kamala Harris ou si je votais contre Donald Trump. C'est les deux, mais la partie contre Donald Trump est pas non plus neutre. C'est-à-dire que même, j'arrive même pas à imaginer de mettre un bulletin Donald Trump dans l'urne par rapport à la personnalité de cette personne-là. Ne serait-ce que, moi, il s'est déjà disqualifié immédiatement, et ça remonte quand même il y a longtemps. Il s'est disqualifié le jour où il a parlé des femmes sur un plateau télé en disant qu'il pouvait accoucher avec qui il voulait. Je vous passerai ces mots. Oui, alors tout ça, c'est effectivement ce qu'on reproche, c'est le côté comportemental, et moi je peux vous rejoindre là-dessus. Mais c'est sur bien sûr, et ça compte, et évidemment que ça compte. Mais sur le fond, par exemple, quand Jean-Claude Beaujour dit finalement ça changera pas grand-chose, et je peux entendre ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Est-ce que vous avez un exemple précis, par exemple, qui prouverait le contraire? Dans son programme, une des parties de son programme, c'est de dire on va faire payer l'étranger. On va faire payer l'étranger pour l'économie américaine. En gros, l'idée, c'est de dire on va réduire les impôts, par contre, on va augmenter énormément les droits de douane. Alors, les chiffres ont fluctué. Hein. Un coup, c'était 10%, un coup, c'était 20%, un coup, c'était la Chine, un coup, c'était le monde entier, etc. Très clairement, c'est totalement irréaliste, la première chose. Et la deuxième chose, là, il se plaint de l'inflation sous Kamala, augmenter les droits de douane. On importe 80% de ce qu'on consomme. Augmenter les droits de douane sur tout, et vous allez voir. Alors là, c'est aussi drôle parce qu'on a... moi, je suis franco-américain, vous êtes en France. Il y a un précédent quand même là-dessus. Il y a eu, pour la France, il y a eu l'augmentation des droits de douane sur le vin, sur le champagne, sur un certain nombre de choses. Sous la première présidence Trump, à l'époque de la brouille franco-américaine, on avait augmenté tout ça de 25%. Je peux vous dire que les exportateurs français, ils ont fait la gueule. Hein. Donald Trump, c'est le président des Américains, et donc il a un mandat qui est de garantir l'économie américaine. Et donc il y a une guerre économique qui s'exécute. Mais cela dit, si ça fonctionnait pas, les tarifs douaniers et les barrières douanières qui ont été mis en place par Donald Trump, pourquoi est-ce qu'elles sont conservées par Harris et Biden vis-à-vis de la Chine? Deuxièmement, effectivement, je pense que son besoin, c'est de rendre du pouvoir d'achat aux Américains et de faire baisser cette fiscalité plutôt que d'aller imposer jusqu'à des opportunités non réalisées de plus-value, comme ce que propose Kamala Harris. Merci en tout cas, merci beaucoup. Parce que là, vous aussi, vous êtes levé tôt en Floride. Il est même... quelle heure est-il en Floride? Nous, c'est la même chose que votre autre... Non, nous, il est 5, bientôt 6 heures du matin. C'est la côte Est. Ah oui, effectivement. Voilà, on est sur la côte Est. On est dans l'État le plus républicain. On est dans l'État, j'allais dire, presque le plus républicain des plus républicains. Bon, c'est sympa en plus, la Floride. On a vu pire. Non, on a vu pire. On a un climat sympa. C'est plutôt agréable.